Et c'est des liens qui restent ensuite, les personnes avec qui vous avez fait au-delà de... Ils restent dans l'équipe ou pas? Le groupe, il est là-haut. Oui, j'ai vu. Et, Il y a une photo, voilà, je décris, hein, voilà, mais au-dessus du meuble télé. Voilà. Et, voilà. Et oui, aujourd'hui, je pense que moi, je peux dire qu'on a une relation particulière, tous ceux qui sont sur cette photo, on a gardé une relation particulière les uns avec les autres. Le fait d'avoir vécu ce truc-là, c'est quand même quelque chose d'important, je pense. Ouais, je suis d'accord. Vous savez qui appeler pour enterrer un cadavre à 3h du mat'. Tout à fait. Voilà. C'est chez les Twin, mais on peut pas donner de nom. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Mêlée, le podcast où on demande aux gens qui aiment le rugby ce que ce sport a changé dans leur vie. Aujourd'hui, je suis à Toulouse pour rencontrer Loïc et Grise, respectivement capitaine et ancien entraîneur de l'équipe des Twins. Bonjour à tous les deux. Salut. Salut. Enchanté. Donc on est chez toi, Loïc, donc dans ta villa en bord de Garonne à Toulouse. Tout à fait. Voilà, où la vie est douce et tout est formidable. On s'est rencontrés parce que de temps en temps, je viens squatter l'entraînement des Twins. Et Grise, pareil. On s'est croisés dans ce cadre-là. On s'est croisés plusieurs fois l'an dernier. Et à la gare Montparnasse. Et à la gare Montparnasse une fois complètement par hasard, c'est vrai. C'est faux, je le stalk. Toi, t'es pas le seul. Voilà, j'avais envie de vous faire participer à l'émission et de vous interroger sur votre parcours de rugby à l'un à l'autre, dont je ne sais à peu près rien. Contrairement aux personnes qui sont venues dans les épisodes précédents, vous n'êtes pas ou des amis de ma prime jeunesse ou du club dans lequel j'évolue. Donc voilà, pour commencer, je voulais vous demander comment vous avez connu le rugby et éventuellement de partager un souvenir de la personne que vous étiez à l'époque et de votre première impression quand vous avez fait votre premier entraînement ou votre premier match, enfin un truc qui vous a marqué, vous vous êtes dit ça c'est pas ailleurs, enfin j'ai jamais ressenti ce truc-là ailleurs que là. Qui veut commencer? Vas-y. Du coup, moi j'ai commencé le rugby après la Coupe du Monde de 2007. Donc voilà. C'est celle avec le quart de finale de ouf. C'est ça. C'est ça. Donc j'ai commencé après ça. J'avais commencé un peu à l'école à ce moment-là parce que ils avaient mis en place en cours de PS le rugby avec la Coupe du Monde, tout ça. Ça m'a bien plu. Avant ça, j'avais fait que des sports individuels, sports d'équipe, bof. Et puis bon, du coup, je me suis inscrit dans le club de rugby de mon village et puis j'ai commencé comme ça. Et t'avais quel âge? Eh bien, j'avais environ... j'étais au collège. Je devais être en 3e, ou je sais pas, t'as quel âge en 3e? T'as 12 ans, 13 ans? Non, non, t'as 14 ans. 14 ans, je crois. Voilà, à peu près dans ces eaux-là, Okay. Ouais. Voilà, c'est ça. Quand tu redoubles pas comme moi. Ouais, voilà, donc ça fait une quinzaine d'années. Quoi. Okay. Ça fait une quinzaine d'années, du coup. Et c'était où? Et c'était en région lyonnaise, parce que du coup, je viens de Lyon. Et donc ça s'appelle Eyrieux, exactement. Okay. La commune dans laquelle j'évoluais, ouais. C'était juste à côté de chez mes parents. Et c'est le club d'Eyrieux? Le club d'Eyrieux, ouais. La jeunesse athlétique Eyrieux, c'est ça. Un peu prétentieux, je peux me permettre, mais... Okay. Voilà. Ok. Toi, Grise? Et moi, j'ai commencé en 97. Ça fait vieux comme ça. Hein. Non. J'avais 10 ans, je me cherchais complètement sur le sport, j'avais fait de l'escrime, j'avais fait du tennis de table, j'avais fait de l'athlétisme, que des sports où quand on me voit maintenant on dit j'avais rien à y faire, mais je me cherchais, j'étais encore tout minot. Et mon père il regrettait de jamais avoir joué au rugby, donc un jour il m'a dit tiens, je t'amène à un essai, tu vas voir. Surprise. Je suis arrivé, je suis sorti du vestiaire, j'étais en pleurs, je comprenais pas ces gens, cette façon, la relation qu'ils avaient entre eux. Il y a un truc qui m'a terrorisé. Et à la fin de l'entraînement, je dis à mon père, je vais y retourner, je veux jamais quitter ce truc-là. Tu peux développer un petit peu ça, genre que t'avais peur au début ou pas? J'étais un petit peu timide, j'avais 10 ans, je sortais du monde de l'escrime, donc autant dire que c'est quelque chose d'assez policé, etc. Ouais, mais cruel quand même. J'ai souvenir de me faire humilier par... j'avais 17 ans et j'ai fait un cours d'escrime et il y avait une gamine de 11 ans qui m'a juste humilié longuement. C'était terrible. J'ai pas de souvenir d'humiliation, mais ouais, je me trouvais pas, puis je sais pas, c'était pas pour moi. Et je suis arrivé dans ce vestiaire où tous les mecs se connaissaient, les mecs se faisaient la bise, où je connaissais personne. Ouais. Et ils se balançaient de la boue à la gueule dans les vestiaires avant même l'entraînement. Il fallait mettre un short et tout, je comprenais pas. J'avais jamais vécu ça.
Ouais. Et puis j'ai fait un entraînement avec et j'en ai gardé les copains depuis ce jour-là, les mecs que je vois toujours. Ouais, mais c'est vrai que c'est un truc particulier quand t'arrives dans la première fois où t'arrives dans un groupe, quoi. Et ouais, et puis Et c'est des gens qui se connaissent. Le rugby, ça forge des liens très rapidement entre les joueurs. Donc, t'arrives là, c'est des gamins qui se connaissent, qui avaient l'air d'être sur d'eux. Après, je me suis rendu compte que pas tant que ça, mais en fait, ils sont un groupe, ils sont une équipe. Et moi, j'étais de l'extérieur. Je me souviens très très bien d'entrer dans ce vestiaire à l'US Métro, donc l'Union Sportive Métropolitaine des Transports en région parisienne. Ok. Qui ensuite a fusionné avec le Racing pour faire le Métro Racing, qui est redevenu le Racing 92 par la suite. Ouais. Mais ouais, j'ai commencé là-bas, c'était à côté de chez moi, de chez mes parents à l'époque. T'as pas croisé un Gabriel Alors des Gabriel, j'en ai connu, mais ça me dit rien. Ouais. Mais on se donnait pas trop de nom de famille à l'époque, si tu veux. On creusera. C'était l'invité On creusera précédent qui lui aussi est passé par le Racing. Donc, Ok. Non, mais je l'ai écouté, mais le podcast qui est sorti là. Ouais. Ouais, mais il est 10 ans après moi. Ah, je sais pas. Je suis pas sûr. Je crois. Je sais pas. Il me semble, sur le coup, je me suis dit, tiens, mais lui il était au Racing, et donc on parlera tout à l'heure de la fusion quand tu es l'US Métro et le Racing. Oui. Ok. C'est des groupes qui n'ont pas toujours fusionné. Très bien, on va y revenir. Ok, bah ça me va, c'est très bien. On va passer donc au jeu, qui consiste vraiment à répondre à des questions. En gros, pour vous donner le contexte, je regarde les matchs du top 14, et je me dis, tiens, ça c'est ridicule. Et j'essaie de vous faire deviner ce que c'est. Donc le premier truc, la première question, à moins que vous vouliez rajouter un truc. Allons-y. Vas-y. Non, tout à l'heure. L'amour du jeu. C'est lors du dernier match Bayonne-Toulouse de dimanche dernier, qui je trouve était un super beau match malgré le score et tout, c'était vraiment agréable à regarder. L'arbitre s'appelait Monsieur Rosier, enfin il s'appelle toujours, il est pas mort. Ce qui fait que le commentateur a fait une blague, un jeu de mots. Je vous laisse deviner ce que c'est. Ah, c'était pas sur l'équipe d'Angleterre féminine? Il n'y a pas un truc au moment où les Red Roses... Ah, c'était moins compliqué que ça. Il y a eu un petit... Il a fait sa blague, et il y a eu un petit silence. Et vraiment, il a fait... ouais, donc voilà, enfin un truc... c'était un peu genre... C'était pas Mathieu Lartaud? Comment? C'était pas Mathieu Lartaud, non? Je sais pas si Non, c'était... c'est pas Lartaud, je crois pas. Non, sur Canal+, non. Mais... Et je me souviens pas. Donc là, voilà, ce soir, la phrase c'est genre, ce soir c'est Monsieur Rosier qui va arbitrer, et en effet, En effet, ça va piquer. Exactement. Ouais, bah ça. Comment tu dis? Ouais, tu m'as dit donc, toi, mon vieux. Commence bien ta soirée. Ok, un point pour Loïc. Ouais, c'est une compète. Ouais, bah c'est pas grave. La deuxième question, c'était, je pense, il y a 2 semaines. Ou il y a 3 semaines, et c'est encore... Ouais, je crois que c'était ça. Il y a 3 semaines, et donc ça a encore une fois pas été un match qui a souri au Stade Toulousain. Montpellier, on va faire tous les points difficiles de la saison. Bah, je viens Il vient que pour ça, que pour nous enfoncer. Ah, c'est bien. Non, mais effectivement, on pouvait se douter que ça allait pas très bien se passer, puisque Thomas Ramos a confondu l'enfant qui devait emmener sur le terrain avec... Ah oui, avec une arbitre ou une employée McDonald's. Ah, j'ai pas vu ça. J'essaye de chercher le truc. C'est vraiment un moment intéressant. Ensuite, je continue. Toujours dans la série noire du Stade Toulousain, contre Montpellier. Dimitri Delibes, qui est... Je sais pas si je vais garder ça. Mais Dimitri Delibes, qui est un joueur pas blanc de peau, s'est pris un coup de genou et s'est ensuite fait écraser la tête par le même joueur. Qui était ce joueur? Bastien Chalureau. Oui. Toujours lui. Ouais. T'es fort, t'es en forme, Lucas. Donc là. J'ai bien suivi le top 14. Ouais, bah, vraiment, je me suis fait, comme par hasard, allez. Et enfin, récemment, je trouve un des pires mulets du rugby a fait une déclaration parce qu'il sort un livre. Et vraiment, je trouve ça un peu malhonnête de sa part. Et c'est vraiment, la déclaration, elle est un peu en mode ouin-ouin. Et donc, si je dis pire mulet, ça vous évoque qui? On est en France? Non. Ah, Marler. C'est Joe Marler.
Non, j'ai pensé, mais il est plus crête que Ouais, meilleur. c'est ce qu'il en reste. Je crois qu'il a fait des implants récemment, Marler, pour essayer de sauver sa crête. Je suis pas sûr que c'est fonctionné. Je critiquerai jamais Marler. C'est le Mais bien sûr que non. toute ma vie. C'est vraiment une personne merveilleuse. C'est un Australien, non? Non. Qui sort un livre. Mais c'est pas une blague sur Harry Potter, du coup. Il y a un joueur qui s'appelle Harry Potter dans l'équipe australienne. J'avais pas, tu vois. Ouais. J'allais faire une blague genre le match contre l'Afrique du Sud était vraiment magique. Pourquoi Je vois. Voilà, je l'ai pas faite. Du coup, on va chercher. Là, je vois pas. C'est Porter. Ah, Andrew Porter, le Irlandais. Ouais, et qui défend son pote en disant. Alors, il parle d'un truc qui est très grave et qui est très vrai, qui est que depuis la blessure de Dupont, il se fait harceler et sa compagne aussi. Donc ça, évidemment, que c'est non. Mais il ose dire qu'il n'est vraiment pas ce genre de joueur qui blesse les autres et son comparse non plus. Ouais. Je voudrais bien votre avis, totalement français et subjectif, sur la question. De la question, et là on sort un peu du jeu, et justement je voulais parler de ça, on connaît les blessures dans le monde amateur, mais votre avis sur les blessures qui arrivent dans le très haut niveau, qui sont, j'ai l'impression, une toute autre manière de blesser que dans les milieux amateurs, etc. Ce qui faut réussir à être hyper discret, mais je crois pas qu'il y ait de blessures innocentes, enfin c'est très rare, quoi. Alors, il y a des accidents quand même, mais après, c'est l'intensité du jeu forcément qui amène ça. J'ai l'impression que depuis tout petit, on nous apprend comment faire mal à l'adversaire et pas être vu par l'arbitre. Juste de la même manière qu'ils font mieux les Chistera, ils font mieux les petits coups en douce, à mon avis, mais ouais, je pense que ça a toujours fait partie du rugby, plus ou moins selon où et quand, etc. Ouais. Et t'as un exemple en tête de... Ah, moi j'ai un souvenir de l'entraîneur des avants pendant une grande partie de mon éducation rugby, qui payait un pack de bière au premier qui cassera le 10 adverse. C'était posé sur la table, on savait en plus. On avait 10 ans, donc c'était parfait comme exemple. Ouais. Parfait de servir des bières à des mecs de 10 ans. Super ça. C'était rugby. Oui, les copains, on rigole. Mais non, je pense que pour moi ça a toujours existé. Ouais. Faut la jouer beaucoup plus fine, quoi. C'est ça. T'as la vidéo derrière, quoi. Ouais, voilà, faut la jouer beaucoup plus fine. Les bagarres, elles s'arrêtent vite maintenant. Alors, t'as pu... Puis même, c'est des bagarres, c'est pas vraiment des bagarres, c'est juste qu'ils s'attrapent par le col. Ouais, c'est montrer que tu protèges ton œuf et c'est tout. Ouais, je pense que ça vient plus de l'intensité. Les mecs, des fois, ils peuvent monter en intensité pour faire mal, justement, pour marquer l'adversaire. Mais de là à ce que ce soit volontaire de vouloir péter un genou ou péter une cheville, je sais pas, je suis peut-être naïf, mais je sais pas. Après, oui, moi aussi, j'ai vécu des situations plus jeunes où on me disait, le 10, tu le prends, tu lui casses les genoux, quoi. Ouais. Mais bon. Mais... voilà. Et puis, c'est le jeu de l'Irlande, c'est le jeu de l'Afrique du Sud. C'est des nations qui sont très dures au contact. C'est marrant parce que l'Irlande, elle a moins la réputation que les Sudaf d'être... Enfin, on a un peu l'image des Irlandais fair play, etc., ce qui est complètement faux en réalité. Ah non. Ouais, et puis déjà, on n'a pas l'image des Irlandais qui vont jouer sur les ailes. Hein. On sait que ça va être quand même du jeu physique devant, ça va être du défi, et ça va être du pick and go pendant des heures. Donc ça fait partie un peu pour moi de ce jeu-là, où tu joues la montre, où tu joues le défi physique. Ouais. Je dirais que c'est plus lié à ça. Ouais. Ok, très bien. C'est ça que je voulais savoir. Et contrairement effectivement au monde amateur où on peut encore avoir des mauvais gestes très tranquilles. Oui. Là, c'est beaucoup moins surveillé, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de vidéo. Un exemple ? C'est beaucoup plus facile dans un rug de faire traîner un pied, un crampon. Enfin, bon, oui, ça se voit. Et même à notre niveau, ça se voit. Ouais. Parce que toi, l'équipe dans laquelle vous avez évolué, où tu évolues, c'est Twin, donc c'est en corpo. Donc c'est du loisir, et depuis l'année dernière, on joue en corpo aussi, mais le corpo, ça reste du loisir. Ouais. C'est juste qu'il y a un championnat, quoi. Mais bon, d'ailleurs, on le voit plus souvent en loisir quand on joue contre des vieux briscards. Il y a des crampons qui traînent dans les rucks, il y a des petits coudes qui s'écrasent sur la tête accidentellement, et des choses comme ça, quoi. Bon. Mais moi, ça me va. C'est plus là, le week-end dernier, on a fait un tournoi et j'ai vu ma première blessure ultra vénère, où c'est justement un vieux briscard qui a planté vraiment ses doigts dans les yeux d'un de nos gars dans un ruck, qui a relevé. Et du coup, t'avais l'œil qui saignait, quoi, vraiment. Et tu fais, ah ouais, là, le cri du gars était glaçant. Et vraiment, tu dis, oui, donc
pas vraiment une légende urbaine finalement. Ça existe. Mais ouais, c'est plus... pour le coup, j'ai joué à plusieurs niveaux différents. Et j'ai fait un passage très rapide en 5e série à l'époque, donc vraiment le plus bas niveau. Un club qu'on avait repris avec les copains et qu'on a fait remonter. C'est là que tu vois les trucs les pires. Hein. Tu vois des mecs qui viennent uniquement pour la bagarre parce qu'ils ont rien à proposer sur le jeu. Et donc du coup, franchement, plus le niveau monte, et moins il y a de temps pour les mauvais gestes, et moins ça a d'intérêt de faire des mauvais gestes. Donc, je pense que... Ou c'est une autre manière de faire des mauvais gestes, pardon. Ouais, peut-être, plus subtil, mais quoi. En mauvais geste, ça met du temps. Si tu veux mettre un marron à un mec dans un ruck, ça veut dire que tu t'es pas relevé, que tu attends que l'arbitre voit pas, que tu le traînes un peu, tu vois. Si tu es là pour jouer au rugby, tu préfères te replacer et essayer de mettre un caramel à la régulière, je pense. Ouais. Ok, c'est moi qui pars dans un truc complotiste de comment faire mal vraiment en étant tout à fait invisible dans le truc. Je dis ça parce que j'ai des potes qui jouent en Fed, etc., qui, notamment sur l'action sur Dupont, disent ils savent très bien, les deux Irlandais savent très bien comment ils retombent et sur quel bar. Enfin, ils le font pas exprès, c'est pas le but, mais il y a un truc qui est pas totalement innocent. Ils savent très bien au moment où l'action a été faite de ce qu'ils ont fait, même s'ils ont été certes emportés par un élan et tout. Mais tu vois, c'est aussi, ça fait partie du haut niveau aussi. Tu joues contre Dupont, je pense que tu le cibles particulièrement et tu veux l'épuiser, tu veux l'empêcher d'avoir sa lucidité. T'imagines avoir un Dupont lucide face à toi avec du temps pour jouer. C'est mort. Oui, non. Il vaut mieux tomber dessus, l'empêcher de se relever. Tu vois, ça fait partie du jeu aussi, je pense. Ouais. C'est parti du Je sais pas après si tu cherches à blesser, surtout. Non, mais c'est pas ça que je te dis. Surtout qu'à ce niveau-là, maintenant, et avec les enjeux financiers que t'as derrière, t'es pas à l'abri d'avoir des fins de carrière. Je me souviens de la fourchette de Dupuis à l'époque, qui était comme un œuf prometteur. Tu peux nous remémorer ça ? On est... Il y a quoi ? Ça doit être il y a 15 ans à peu près. Et on avait un demi-mêlée qui s'appelait Dupuis, qui était prometteur, qui joue en Angleterre, je crois. Et qui, sur un match, il met une fourchette et il prend, je vais dire une connerie, mais genre 10 mois de suspension, un truc comme ça. Et ça a été quasiment une fin de carrière, on l'a pas revu derrière. C'est l'époque où ils se sont dit, il faut que les fourchettes, on arrête, on touche plus aux yeux. Qu'ils ont très bien fait d'ailleurs. Mais il a payé pour l'exemple. Et tu vois, je pense que si ça se voit que tu as fait volontairement mal, les impacts ils sont trop... c'est trop dangereux. Et j'enchaîne du coup sur un deuxième moment conspirationniste qui est 100% de ma part. Est-ce que vous pensez qu'il y a un peu deux poids deux mesures dans les sanctions sur les joueurs si on est français ou si on est anglo-saxon? Les mêmes personnes qui m'ont parlé des Irlandais disent ça aurait été l'inverse, ça aurait été des Français qui auraient fait ça, ils auraient effectivement pris 8 semaines, etc. Là, ils ont strictement rien eu. Tu vois, et justement, en fait, Porter, dans sa déclat, il est là. Ouais, Galtier m'a dénoncé, il a voulu que je comparaisse, moi. Non, mais en fait, il faut juste regarder objectivement sur les dernières années ce qui s'est passé. Objectivement, quand tu regardes un Français qui fait un plaquage ou à faute égale, les sanctions sont pas les mêmes. Bon, voilà. Donc, à un moment, je veux dire, voilà. C'est pas pour ça. C'est pas une question de complotisme, là. C'est objectivement, tu vois des fois. Alors après, tu peux trouver des circonstances atténuantes, des machins, des trucs qui trouveront toujours des excuses. Mais c'est toujours dans le même sens en plus. Je pense qu'il y a une question de culture aussi. C'est qu'en France, on est contre l'arbitre, on n'est pas d'accord avec l'autorité, et on va toujours râler, et donc on n'est pas bon à ça. Et les Anglais, les Anglo-Saxons, on l'a vu encore au dernier tournoi en Norvège l'an dernier, les Anglo-Saxons, ils savent jouer avec la règle, ils savent arriver de manière policée vers les bonnes personnes qui parlent correctement au bon moment pour aller avoir... C'est pas pour tricher, mais ils savent que les règles, ça fait partie du rugby, et ils ont cette culture-là, dans le rugby comme ailleurs. Ils ont cette culture-là qu'on n'a pas du tout en France. Et je pense qu'on est très mauvais pour se défendre après le match. Je suis d'accord avec toi. Je sais pas si tu avais vu là au tournoi en Norvège la finale Emerald Warriors contre les Valens de Montpellier. Et pareil, c'était tragique parce que Montpellier est entré sur le terrain en disant surtout pas de faute. Et ils se sont quand même fait. On voyait l'effort que c'était de justement rester calme, etc. Et pour autant s'envoyer de ouf sur les plaquages et tout, mais ils ont quand même été sanctionnés plein de fois. Ils se sont fait refuser un essai et tout. Et les Irlandais gagnent
d'un petit point, je crois, un truc comme ça. Oh non, Non, il gagne un peu plus. Non, Il gagne plus. il y a un essai et demi de plus. Et puis J'étais ivre, j'en sais rien. les Emerald Warriors, ils sont arrivés dans une forme avec un jeu qui est beaucoup plus intéressant que ce qui est proposé avant. On les attendait pas, on s'est retrouvé avec 3 équipes françaises en demi-finale en disant bon bah allez, on essaie de faire 1-2-3. Mais, franchement, ils ont très bien joué, c'était très propre. Oui, c'était mérité aussi. Hein. C'est très mérité. Oui, et on les salue. Puis les Montpelliérains, tant qu'à faire, parce que c'est des copains quand même. Aussi. Oui, aussi. Mais je crois qu'en plus, le club, il grandit un peu par rapport à ce que c'était il y a 2 ans. Ah ouais, par rapport à il y a 2 ans, ça... Bah, ils essayent aussi, ils essayent d'attirer plus de monde, de correspondre un peu plus aux valeurs de leur club aussi. Ouais. Et puis voilà. Parce que, pour la petite histoire, ça a été le premier club inclusif de France. Voilà, c'est ça. Ouais. Qui a coulé et qui s'est remonté du coup il y a 3 ans, 4 ans. Ouais. Et bah oui, on leur fait bien la bise. Ok, je ferme ce petit chapitre-là et on va rentrer dans le vif du sujet, si j'arrive à lire mon conducteur correctement. Est-ce que, du coup, vous voulez... Enfin, j'espère que oui, sinon il n'y aura pas d'émission, mais qui voudrait commencer par évoquer... En général, je préfère qu'on commence par le mauvais souvenir, comme ça on le passe. Voilà, quelque chose de particulier pour vous, pour un des deux. Vas-y, commence. Ouais, je peux... Alors, le rugby, ça a été... Pendant très longtemps, ça a été vraiment toute ma vie. Moins maintenant, hein, mais... parce que famille, parce que la vie, et puis parce que je peux plus trop jouer, donc ça empêche. Mais pendant tout mon collège, lycée, j'ai fait que ça, j'étais avec les copains du rugby tout le temps. Et tu sais, il y a ce côté hyper cliché de c'est l'école de la vie, etc. Et ça m'a vraiment apporté ça. Et ça, tu grandis, tu rencontres des gens. Et donc du coup, tu grandis avec un groupe de mecs. Et donc c'est génial quand t'es gamin. Et quand tu tombes dans l'adolescence, il y a des travers de groupes de mecs en fait qui sont normaux. Mais comme tu te construis avec ça, moi j'ai des souvenirs assez terribles et c'est comme ça que j'ai arrêté la première fois. Vers 16-17 ans, quand on joue à un niveau qui était correct et tu te retrouves à faire... déjà tu fais des déplacements les week-ends, tu te fais 4-5 heures de car pour rentrer de Moulins ou de coins comme ça qui sont pas à côté. Ou pour peu que tu sois pas en forme physiquement, t'as joué 20 minutes... Donc t'as pris ton dimanche entier, et t'as l'alcool qui commence à arriver à cet âge-là, t'as la drogue qui commence à arriver un petit peu. Alors on parle pas de la cocaïne et tous les trucs, mais il y avait déjà un petit peu de shit, un peu de ça, et un peu de drogue chimique. Et puis t'as aussi les premières relations avec les nanas, et du coup, je te fais pas le dessin, je veux pas tomber dans les grands travers, mais j'ai des souvenirs assez difficiles de l'apprentissage de la relation avec les filles, le consentement, les soirées, un groupe de 22 mecs. Il y a des choses qui m'ont dégoûté, moi, complètement, et j'ai arrêté comme ça, et c'est pour ça que je suis très content d'avoir retrouvé les Twins par la suite, après avoir fait plusieurs clubs où ça s'était bien passé aussi, mais retrouver cette bienveillance, retrouver ce rugby où t'as un peu moins le côté contact, où t'as le côté compétition, contact fort, ce côté esprit rugby qui est un peu moins présent, je pense, dans l'inclusif. Mais sur certains points, ça fait du bien parce que il reste des choses, un peu de choses malveillantes, il reste des comportements normaux en fait. Hein, quand tu mets des mecs ados ensemble avec des nanas et de l'alcool et de la drogue. Oui, en général. Ça devrait pas faire partie du rugby. Or, à mon époque, en tout cas, ça faisait beaucoup ça a fait partie du rugby. Et ça, c'est vraiment les souvenirs, les mauvais côtés, quoi. Bah oui, et t'es pas le premier que je rencontre qui vient dans un club inclusif. En tout cas, je sais pas si c'est la raison principale, mais par exemple, Bastien, qui a été au Twin, qui maintenant est avec nous au Coq Festif, c'est quelqu'un qui est hétérosexuel et il est venu pour vraiment fuir ces comportements-là et ne plus avoir ne serait-ce que les voir en fait. Ouais, moi je suis pas venu pour ça, mais je suis resté pour ça. En fait. Ouais. Je suis venu parce que je cherchais. Tu vois, donc j'ai fui ça en étant ado, j'ai repris dans des clubs, on a remonté des clubs avec des copains après, on a joué à plusieurs niveaux et j'avais perdu un petit peu. Et quand je suis arrivé à Toulouse il y a 10 ans maintenant, je me suis dit, ah bah cool, je vais pouvoir rejouer au rugby, c'est un peu la ville du rugby et ça va être facile. Et je suis arrivé à un club comme ça, au bout de 2 mois, tu fais une troisième mi-temps, ils font venir des prostituées et tu te dis, oh là, c'est bon, c'est pas ça que je suis venu chercher. Je me suis barré immédiatement. Du coup, j'y croyais plus trop. Et puis dans un bar, j'ai croisé des joueurs des Twins, j'étais faire un essai. Et ça m'a un peu réconcilié avec ça. Ouais. Mais vraiment,
Est-ce qu'on en parlait dans le dernier épisode, c'est hyper compliqué quand tu as l'impression d'être tout seul à trouver ça choquant et d'aller confronter les autres gars, quoi. Ouais, et puis c'est pas... il faut pas croire que... c'est pas d'un coup t'arrives à un endroit et il y a un comportement qui est pas normal. C'est de tes 10 ans jusqu'à tes 18 ans, tu te construis, tu changes, et tu vas pour la première fois en boîte de nuit avec ces gens-là, etc. Et quand tu vas en boîte de nuit, 16, 17, 18 ans, tu veux commencer à draguer, sauf que t'es 22 mecs. Oui, Donc, oui. le videur, il fera rien. On faisait du rugby 4 fois par semaine, on était en pleine forme physique. Les videurs, ils feront rien. Tu te sens un peu roi du monde, tu te sens un peu... Ouais. Et puis, t'as picolé aussi. Puis, t'as fumé un joint aussi, parce que tu veux faire comme tout le monde. Et du coup, tu te retrouves dans cette situation où t'as bu un verre de trop. Ouais, bon, c'est pas très grave. Et puis, t'as tiré sur un pétard. Bon, c'est pas très grave. Et puis on dit, ah, mais il y a telle nana, si tu veux, elle est dans les chiottes avec un tel, tu peux y aller si tu veux. Et c'est sur le coup, tu dis, attends, mais à quel moment est-ce qu'il faut que je comprenne que c'est pas normal ou c'est normal? Et du coup, moi, c'est à la fois passer du temps extraordinaire sur le terrain avec des potes ça devient des frères presque, et de les voir en dehors et de te dire, bah non, ça c'est pas mes valeurs, c'est pas comme ça que ma mère m'a élevé, c'est pas... Et ce qui est un peu tragique dans l'histoire, c'est que t'étais sans doute pas le seul à être mal à l'aise par rapport à ça. Bien mais sûr. qu'on se parle pas forcément, on n'ose pas forcément... d'autant plus quand on est ado et dans ces années-là, etc. Parce que là, on parle très souvent de ces sujets-là, en tout cas dans les 2 épisodes où on parle de ça, mais... Ouais, désolé, maintenant, il y a eu je voulais pas relancer là-dessus, non, mais... pas du tout. Mais tu vois, nous, on est une génération qui, donc, on a vécu MeToo, MeToo est arrivé, etc. Et du coup, ça a changé, en tout cas, notre regard sur certains trucs. Mais c'est vrai que la manière dont on a été élevé et tout, je sais pas si c'est une affaire d'éducation ou quoi, mais tout le monde n'a pas le réflexe. Et les personnes qui peuvent avoir le réflexe de se dire, oula, situation en tout cas chelou, etc., n'osent pas forcément se le dire entre eux. Enfin, tu vois, on se reconnaissait pas forcément. Puis en reparlant quelques années après avec des copains de l'époque, en fait, tu te rends compte que là où tu as l'impression que tout le monde faisait ça et que c'était normal, en fait, c'est un ou deux mecs qui étaient un peu leaders parce qu'ils ont un peu grande gueule, et un peu grande gueule parce qu'ils faisaient un peu des conneries. Et, tu vois, c'est comme au lycée, t'as tendance à suivre les mecs que tu trouves drôles et qui sont les mecs qui font des conneries. Et en fait, c'est les mecs qui sont en échec scolaire parfois, etc. Mais sur le coup, tu t'identifies et tu dis, ah ouais, c'est ça que je veux être. Et après, tu dis, ouais, en fait, c'était pas ça qu'il fallait. Enfin, ouais, c'était pas si cool. Mais ouais, ça laisse des traces quand même un peu. Ok, merci d'avoir raconté ça. Pas de la tarte, et je sais pas si t'as pu en reparler avec d'autres. Ouais, j'en ai reparlé avec 2-3 de ses copains de l'époque. Mais je sais qu'en ce moment, c'est des sujets qui reviennent. Alors, faut pas comprendre que le rugby, c'est que ça. Mais c'est important, je pense, parce qu'on est beaucoup à avoir été un peu choqués à une époque. C'est important qu'on se dise que ok, ça a existé, on en est conscient. Ça veut pas dire que tout le reste s'est acheté. Au contraire, on parlera tout à l'heure des bons moments et des bons moments, il y en a en pagaille. Mais ça a entaché, et si on peut faire en sorte que ça entache pas pour les gamins qui apprennent maintenant. Oui, tout à fait, je pense que c'est le grand défi. Et c'est effectivement, on est la génération, enfin les générations qui se confrontent à ces problèmes-là, qui commencent à les regarder en face, je trouve, et à se dire, c'est vraiment l'éléphant dans la pièce, et il faut se dire, ça existe, et qu'est-ce qu'on fait, quoi. Exactement. Est-ce qu'on peut tuer le chien qui fait du... voilà, ou en tout cas le faire taire d'une manière ou d'une autre? C'est toujours... Il y a toujours des chiens. Ouais, les bords de Garonne, c'est plein de chiens. Et essayé cette fois-ci de pas attaquer c'était les oies ou les canards, là? Ouais, c'était qui vont bien. Ouais, mais... tout va bien. Ouais, vraiment. Bon, cool. Et pour la petite anecdote, j'ai vraiment coupé, parce que ça a été très long, le passage où Romain part et gueule sur son chien, ça dure hyper longtemps. Et dans l'épisode, je l'ai coupé et tout, mais c'est hilarant. Si, les animaux vont bien. Après, ils sont habitués. Il y a des rapaces qui viennent bouffer des canards. C'est normal, c'est le genre. Ouais. La joie. Loïc, tu veux y aller? Ouais. Alors moi, sur les mauvais souvenirs, que j'ai pas réussi à trouver un mauvais souvenir en particulier dans mon expérience rugbystique. Mais après, la chose que j'ai peut-être le moins bien vécue dans mes années de rugby avant les Twins, on va dire, parce que je l'ai pas trop retrouvé, c'est la partie des bagarres, de la violence, des choses comme ça que tu peux avoir sur un terrain de rugby. Où moi, c'est vraiment pas... Alors, qu'il y ait de l'engagement, c'est un sport de combat, c'est un sport de contact, qu'il y ait de l'engagement et
sur le terrain, dans la règle, tout ça, ok. Ce qui m'a pas mal marqué dans mes années rugbystiques, c'était vraiment ces bagarres générales à répétition, où les mecs, il y en a qui venaient juste pour ça. Ouais. Et qu'à un moment donné, tu passes pas ton week-end, enfin, tu viens faire du rugby, quoi. Si j'ai envie de me battre, je vais dans un club de boxe. Et voilà, j'ai joué pas mal en 4ème série. En 4ème série, ce qu'il disait un peu Grise tout à l'heure, c'est voilà, quoi. On est là pour faire la fête et pour se foutre sur la gueule, quoi. Ouais. C'est un peu l'idée. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a un peu gonflé dans mes années rugby. Que effectivement, plus tu montes en niveau, et un peu moins tu l'as. Tu le retrouves un peu moins. Et après, bah, c'est dans la partie rugbystique, c'est les gros déplacements aussi. Et quand tu fais 8 heures de route dans la journée pour jouer 20 minutes. Bon, voilà, c'est le côté un peu. En hiver. C'est le côté un peu chiant du rugby. Mais après, bon, bah, il y a tellement de choses positives à côté de ça, parce que bon, dans ces moments de déplacement, mine de rien, bah, tu es aussi avec les copains, tu fais la fête, tu t'amuses, voilà. Tu te crées un groupe, tu es tout le long dans la même galère, donc ça va avec aussi, quoi. Donc voilà, les mauvais moments, entre guillemets, c'est ça. Moi, c'est plutôt ce qui me reste, en tout cas, c'est plutôt ça dans les mauvais moments, c'est ces moments de bagarre, de violence, de trucs qui me plaisent pas, moi, dans le rugby, Ouais. parce que c'est pas ma conception du rugby, quoi. Oui, et puis que c'est pas là où tu mets la violence. Et voilà, c'est ça. Que tu la mettes dans le jeu de la manière régulière, aller foutre un plaquage, un énorme plaquage, une grosse percussion, un truc comme ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, aller mettre une droite à un mec pour le plaisir, bah, tu fais de la boxe, quoi. Et je précise que tu ne rechignes pas au plaquage, etc. Non, D'autant que tu joues crois pas. talon, si je dis pas de conneries. C'est ça. Je suis un peu multitâche. Talonneur, un peu troisième ligne. Troisième ligne, ouais, troisième ligne ou première ligne. Amoureux du plaquage, en tout cas. Ça dépend. Oui, voilà. j'ai vu. J'ai vu, mais j'avais la chance d'être dans ton équipe à l'opposition. Ouais, mais d'ailleurs, par rapport au voyage en bus, parce que on a failli en parler avec justement Charline quand on était à Arbois, et il y a plein d'histoires justement un peu nulles de voyage en bus, de moments chiants, de bisutage et tout, mais est-ce que la plupart du temps, en vrai, c'est pas juste cool Ça dépend. Moi, j'ai vécu dans plusieurs équipes, j'ai joué dans plusieurs équipes différentes et tu vis pas forcément de la même manière en fonction des équipes. Ça dépend de la mentalité du club, j'ai l'impression. Quand j'étais en région lyonnaise, tout ça, bon, j'étais déjà plus jeune, mais les voyages en bus, c'était plutôt chill. Genre, on écoute de la musique, voilà, on se met dans notre match, on discute un peu, on joue aux cartes. Après, quand je suis arrivé dans le sud, changement d'ambiance un peu. Ouais. C'est genre grosse fiesta, on boit beaucoup. Et plus ce genre de choses avec effectivement des comportements qui peuvent être problématiques sur des bisutages, des choses comme ça en début d'année ou des trucs pas très fun. Voilà. Je t'avoue que j'ai un tempérament plutôt, j'avais un tempérament plutôt introverti à ce moment-là, et puis je me retrouvais pas dans ces comportements-là. Donc je restais plutôt dans mon coin, quoi. Je me planquais, mais je restais plutôt dans mon coin et j'attendais que ça passe. Oui, et puis ils se faisaient les cons entre eux et ça m'allait bien. Okay. Là où je te rejoins, c'est que l'âge, ça joue beaucoup. Je pense quand même, gamin, les voyages en bus, c'était vraiment cool, j'adorais ça. Et on chantait des paillards, donc on comprenait pas la moitié de ce qu'on racontait, mais on les chantait à tue-tête et t'allais coller ton cul contre la vitre pour faire coucou aux gens, etc. Ça fait partie du package et ça amène une camaraderie potache. Mais camaraderie potache, c'est censé être le rugby qu'on aime, quoi, si tu fais de mal à personne, etc. Et après, contre l'alcool, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais dès que l'alcool commence à rentrer dans le game, ça peut être très bien. Tu peux faire des super troisième mi-temps en bus, on s'est régalé, des grandes fêtes, des trucs, et c'est génial. Et c'est aussi, comme en fait le problème, c'est peut-être pas le rugby, mais c'est l'alcool et des groupes de mecs avec de l'alcool, quoi. Mais je reviens sur ce que tu disais un tout petit peu enfin, j'ai un peu envie qu'on parle de l'humour qu'il y a souvent quand même dans les groupes de rugby. Il y a un truc où l'humour est central. Enfin, tu vois, dans toutes les équipes dans lesquelles je suis allé jouer, chacune a le sien, je trouve, mais bon, elles sont toutes c'est quand même plus ou moins cousins à chaque fois, tu vois, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le ciment absolu des équipes. Une bonne équipe, c'est souvent une équipe qui rigole bien et qui s'entend bien. C'est sûr que c'est mieux. Et c'est pas le cas
En fait, si tu rigoles, pour peu qu'il y ait un peu d'autodérision en plus, que tu puisses te chambrer et que ça reste bon enfant, c'est là où j'ai passé les meilleurs souvenirs et les meilleurs moments, c'est ça. Quand les mecs commencent à se regarder jouer, j'ai fait un peu de sélection, de trucs comme ça. Et les mecs, ils commençaient à être très attachés à eux qui jouent au rugby et pas, et qui acceptent pas trop de se faire charrier, qui acceptent pas trop de... Ouais, si t'as pas cette autodérision, mais comme avec n'importe qui en fait, si t'as pas cette autodérision, c'est difficile d'avoir le ciment qui fait qu'un groupe marche. Et c'est vrai que cette autodérision, elle disparaît souvent plus tu montes en niveau, etc. À part pour Joe Marler. Et encore, je trouve que ça dépend, je pense. Je pense justement, même dans les équipes de haut niveau, je pense que quand tu les entends parler ou que tu vois des interviews, tout comme ça, ils ont l'air d'être bonnards, tu vois, ils ont l'air d'être rigolos, ils ont l'air de... Et je pense que c'est un truc qui est important à garder, sinon effectivement tu prends un melon pas possible et au final ça marche pas dans une équipe, tu t'intègres pas, quoi. C'est vrai que Toulouse, en tout cas, communique pas mal là-dessus, je trouve. Ouais. Très, tu vois, tu sens que c'est quand même très contrôlé par le community manager, etc. Mais tu sens qu'il y a... Je pense par exemple que Cyril Bay, potentiellement, est plutôt un mec marrant. Je pense que c'est officiel. Ce mec-là, il a l'air d'être très rigolo. Oui. Mais oui, c'est important, mais c'est comme dans tout groupe d'amis, en fait, comme dans tout groupe de potes. Je pense que si t'as pas un truc... il faut un truc qui te mette une bonne ambiance, qui te mette... voilà. Après, il faut avoir aussi les limites dans l'humour, quoi. C'est que, non, bien sûr. Oui, non, mais... C'est pas des fois, et puis, il y a ce truc aussi au rugby où il faut que tu puisses rire et avoir cette fraternité. Il y a des moments où on n'est pas là pour rire aussi au rugby. Quand tu es sur un terrain, ça demande de l'engagement de chacun, ça demande du sérieux, ça demande de l'abnégation, ça demande des choses qui sont pas compatibles directement avec l'humour sur le coup. Et on le voit d'ailleurs souvent, c'est une spécialité, mais je suis le dernier à passer en mode sérieux dans un vestiaire. Et je vois bien que il y a un moment, surtout avec Loïc, je le voyais très bien. C'est que, à un moment, je continue à faire mes 2-3 blagues habituelles, et puis je vois que Loïc commence à se renfermer, tu dis allez, ok, on switch. Maintenant on va jouer au rugby. Et puis en troisième mi-temps, on réouvre la boîte. Quoi. Mais c'est important. Je pense que c'est ce qui amène le fait que c'est sain, c'est si tu arrives à avoir des moments où tu rigoles, et tu fais la fête, et ça fait partie du rugby, et des moments où t'es sérieux parce que t'es aussi là pour... Si tu veux t'amuser, il faut que tu fasses les choses sérieusement. Oui, complètement. Et il faut que tout le monde soit impliqué pareil. Je suis absolument d'accord, mais je dirais même que dans le meilleur des mondes, t'as ce truc effectivement qui est hyper important de conditionnement avant le match où il faut se centrer et aussi se connecter les uns aux autres et qu'on va devoir frapper vite, fort, etc. Et je trouve que c'est génial quand potentiellement le match se passe bien ou même quand il est âpre et tout. T'as quand même un petit moment, par exemple, où justement t'as des joueurs qu'on le traque parce que c'est leur premier match où ils veulent bien faire, etc. Moi, samedi dernier, il y avait un joueur qui reprenait depuis hyper longtemps et du coup, il était hyper traqueux, il faisait des en avant et tout. Et je trouve que c'est important dans ces moments-là de venir décapsuler le truc, justement avec juste une petite touche d'humour et c'est pas de la parodie, c'est pas du foutage de gueule, mais de prendre juste une petite distance en disant, en vrai mec, ça reste un jeu. Et voilà, et du coup même ça aide, je trouve, à se remettre dedans, voire à décomplexer des gens. Enfin moi je sais que j'ai besoin de ça en tant que joueur, d'être décomplexé pour pouvoir au moins, pas forcément être génial dans le jeu, mais en tout cas être à l'aise totalement dans mes essais, enfin tu vois, dans ce que j'essaie de faire et dans le jeu qu'on essaie de développer, etc. Et je trouve que c'est un équilibre hyper casse-gueule. Évidemment, faut pas que ça devienne la foire. Jouer concentré et libéré en même temps, c'est très difficile. Ouais, mais c'est là où ça peut devenir magique. Ouais, aussi. c'est là que c'est bien. J'aime bien quand vous êtes d'accord avec moi. On va passer au bon souvenir, sauf si vous voulez rajouter un truc, vous avez quelque chose en plus. Non, c'est bon. Ok. Eh ben, Grise, à toi. J'espère pas piquer le bon souvenir de Loïc parce qu'on a vécu les mêmes. On en a vécu quelques-uns ensemble. Il paraît. Non, on a eu une chance folle, c'est qu'on a fait un déplacement, un tournoi, et on a eu la chance qu'il soit filmé par un joueur de l'équipe qui était là à la base pour jouer avec nous, qui s'est blessé mais qui a continué à filmer et dont c'est le métier et on a été suivi pendant tout le tournoi. Donc je parle à Birmingham, c'était il y a quoi, il y a 3 ans maintenant. 2023. Ouais, 2023. Donc il y a 2 ans et demi seulement. Qui était du coup C'est la Coupe d'Europe.
La Coupe d'Europe, ouais. Des clubs inclusifs. Et on y allait... Moi, j'avais joué déjà avec les Twins la fois précédente. C'est quoi, c'était Dublin? Je sais plus. Enfin, c'était un déplacement où on s'était inscrit sur un niveau de compétition où on n'était pas certain d'être au niveau. Et on était au niveau. Et on était au niveau parce qu'on était un groupe. Mais je pense que Loïc le racontera mieux que moi. Je vais lui laisser un peu de place pour ça. Mais j'ai le même souvenir. C'est aussi ça on s'est pas concerté, hein, mais oui, j'avais. Très bien. Mais peut-être on peut donner un tout petit peu plus de contexte pour les personnes qui écoutent et qui savent pas. Donc cette coupe-là, le nom c'est quoi? C'est l'Union Cup. C'est l'Union Cup. Et donc c'est la Coupe d'Europe des clubs inclusifs et ça se passe en général sur un gros week-end. Et c'est une moyenne de... Il y a quand même beaucoup de monde, c'est il y a en moyenne 2500-3000 personnes. Ouais, voilà. Donc c'est, on va pas se mentir, une majorité d'équipes anglo-saxonnes. Ouais. Mais il y a des Français, il y a des Allemands, il y a Français, Allemands, Italiens, Espagnols, Portugais, Israéliens, Belges, Norvégiens. Il y a un peu toute l'Europe, quoi. Et c'est vrai que c'est un gros tournoi, donc donc moi mon premier c'était à Birmingham, c'était il y a 3 ans, donc quelque chose près. Cette année ça a eu lieu à Oslo. Donc, je sais, j'y étais. Voilà. C'était pas à Birmingham? Comment? T'étais pas à Birmingham? C'était et je n'avais pas pu faire la Coupe du Monde il y a 2 ans parce que je travaillais à Rome non plus. Ok. Mais apparemment vous n'avez pas eu de nourriture, donc je regrette pas trop. Non, Rome c'était pas ouf. Il y avait de bon côté, mais tout n'était pas parfait. Ouais, tout n'était pas parfait. Ouais. Mais donc du coup Birmingham, oui voilà, j'avais aussi choisi ce souvenir-là parce que on l'a vécu effectivement ensemble avec Grise. Moi c'était ma première année en tant que capitaine des Twins en plus, donc c'est d'autant plus prégnant pour moi ce souvenir. Mais oui, c'est quelque chose, c'est un tournoi donc inclusif, donc qui regroupe toutes les équipes inclusives, enfin une bonne partie des équipes inclusives d'Europe. Et c'est quelque chose de quand on fait du rugby, c'est quelque chose d'assez magique parce que c'est beaucoup de monde, c'est hyper condensé, c'est des matchs de bon niveau, de niveau intéressant. Et on est vraiment sur un tournoi très intense, quoi. Physiquement, émotionnellement, psychologiquement, voilà. Ouais. Et là, pour le coup, on crée un groupe, voilà, parce qu'on vit ensemble tout le temps. Pendant 3 ou 4 jours, on vit ensemble, quoi. On est à l'hôtel ensemble, on bouffe ensemble, on fait la bringue ensemble, on joue ensemble. Donc pour le coup, c'est vraiment quelque chose de très très intense. Et en plus, cette année-là, on a eu la chance d'être filmé, effectivement. Et donc on le garde, je pense qu'on le gardera déjà en tête toute notre vie. Et en plus, on a une trace vidéo qui nous le rappelle quand on aura Alzheimer. Est-ce qu'on peut redonner le titre du documentaire? C'est Fierté mêlée. Fierté mêlée. Qui doit traîner sur Arte, je pense, un truc comme ça. France Télé. C'était France Télé, ouais. France Télé. Ouais, il y est de temps en temps sur France Télé, il rediffusait des fois le soir, tard en général. Voilà, sur France Télé, ouais, en replay, il doit y être des fois. Ouais, c'est produit par Jacques Phébus, et j'adore cette boîte de prod. Bisous Jacques Phébus. Petit placement produit. On sait jamais, t'as raison. Non, ouais, c'était vraiment un moment unique parce qu'on a construit un groupe, parce qu'on n'y croyait pas forcément en y allant. C'est la première année où on s'inscrivait donc il y a plusieurs niveaux. Les Twins n'avaient jamais fait une compétition comme ça. On s'était inscrit en première division. On s'était jamais inscrit. Si, on s'était inscrit une fois en première division à Dublin. C'était en deuxième. Je crois que c'était en deuxième aussi. Non, Dublin, il me semble que c'était en première, mais qu'on prend. Ah oui, vous avez pris des branlées. Et puis il y avait cette équipe des Steelers qui était une équipe imbattable. De toute façon, toutes les équipes anglo-saxonnes, les Français n'avaient jamais gagné contre. Il y avait vraiment une crainte, une excitation. Je me souviens des discours d'avant où t'as les gens qui disaient mais pourquoi on s'est mis là, mais on va se faire enfoncer à tous les matchs, ça va être terrible, etc. Et c'est là qu'on a commencé à construire ce groupe, à y croire. Moi, je savais que c'était les dernières fois où je jouerais au rugby, parce que j'ai un gros problème d'eau. Okay. Je me suis fait, avec des années, à pousser les mêlées. Enfin, voilà, ça abîme, hein, forcément. Je vois pas de quoi tu parles. Et du coup ouais, c'est peut-être 4 mois avant le tournoi, je vais faire une radio, ils me disent il faut arrêter le rugby tout de suite. Et je leur dis ouais. Et pendant 4 mois, je me souviens, j'alternais toutes les 2 heures entre un paracétamol et un ibuprofène. Tous les jours pendant 4 mois. Qu'ils entendent l'épisode. Ouais, en me disant allez, je vais à Birmingham avec les copains. Et puis après j'arrête. Après je serai coach, après je ferai des choses comme ça.
Et on n'y croyait pas trop. Et match après match, on a ce groupe qui prend. On fait des matchs de guerrier. Hein. J'ai rarement eu ça dans ma vie, mais l'impression d'avoir ces images, tu sais, de films de guerre où t'es dans la boue, t'as le mec qui se relève, tout est flou. Avec le climat anglais en plus. Ouais, les trucs sous la Avec pluie. le Larsen. Ouais. Exactement. Ouais. Il y a un match comme ça, j'ai cette image-là, que je sors de là, je me souviens, je m'allonge et je m'endors un petit peu le temps de me remettre. Enfin, c'était vraiment haute intensité physique, émotionnellement un super groupe autour. Et puis on va jusqu'en finale, donc étape par étape. C'était difficile. Et en finale, à cette époque-là, je trouve que les clubs français, ils se connaissaient beaucoup moins que c'est le cas maintenant, où les différents clubs français inclusifs, on se connaît, on fait un peu la fête ensemble. C'était un peu moins le cas avant, il y avait plus de rivalité. Et moi, j'ai souvenir le moment de la finale où t'as tous les autres clubs français qui sont en face dans la tribune, avec les drapeaux, qui te chantent la Marseillaise et qui t'encouragent. Et c'était incroyable. En fait, j'ai l'impression que ça a commencé là aussi, le développement, comment dire, mais que le rugby inclusif français s'est vachement développé. Tu vois, il y a eu les Gaillards, il y a eu les Coqs, il y a eu vachement de monde qui sont arrivés, Montpellier qui s'est remonté. Juste après Birmingham, là, c'est là où ça s'est vraiment... Nous, on s'est lancé dans cette première division en se disant on va se faire défoncer, clairement. Et puis finalement, on a réussi à faire un truc. Et j'ai l'impression aussi que ça en a motivé un peu, que ça a motivé un peu les autres aussi à s'y mettre, et ça a attiré du monde. Nous, ça nous a attiré du monde, dans les autres clubs aussi. Et on voit qu'à Rome, la saison suivante, t'as Montpellier qui fait un très beau parcours, nous qui faisons un très bon parcours aussi, et les Gaillards qui gagnent. Les Coqs aussi dans la division en dessous, mais voilà, donc les clubs français se sont vachement, et à Oslo cette année encore, on fait, on n'est pas premier, il n'y a pas de premier français, mais on fait 2, 3, 4 quoi. Ouais. Donc c'est quand même, je pense qu'il y a vraiment un truc où le rugby inclusif français se développe, et c'est vachement bien, je trouve. Et du coup, on a aussi cette camaraderie qui se met en place, on commence à se connaître au fur et à mesure qu'on se croise dans les tournois, tout ça. Et j'ai l'impression que ça a démarré à ce moment-là, en fait. Je suis entièrement d'accord. Ouais. Vraiment, que ça faisait quelques années que j'étais au Twin, ça faisait, je sais pas, peut-être 4 ans que j'étais au Twin déjà. Et j'entendais parler des Gaillards, mais je les avais peut-être croisés une fois à Dublin, on n'a pas particulièrement fait la fête avec les autres clubs français, etc. Et là, c'est le moment où, quand tu te connais pas, tu te dis tiens, il y a un peu d'animosité. Ah ouais, mais c'est les... Puis tu les vois, c'est ces connards de snobs de Parisiens. J'ai entendu ça, quelqu'un... Il faut bien dire une chose, je sais pas qui. Ils sont très élégants, mais insupportables. Surtout les Gaillards. Nos amis Gaillards que j'embrasse. Non, il y avait cette espèce de tension entre... c'est vrai que les Twins, t'arrives pas à en avoir deux qui ont un maillot de la même année, quoi. Ouais. Et les Gaillards, ils arrivent, sont clean, ils ont une tenue par jour. Forcément, tu dis, qu'est-ce que c'est que ces mecs? Et d'avoir... donc eux, ils avaient gagné la division... Ils s'étaient inscrits en division en dessous, ils l'avaient gagné haut la main. Et ils étaient venus nous encourager, et ils ont été adorables. Et le bonheur que ça a été de les encourager en finale à Rome l'année suivante. Ah ouais. C'était un peu rendre l'appareil, un peu dire bah ouais, on s'est monté ensemble vers un niveau qui est vraiment cool pour du rugby inclusif, c'est vraiment du beau niveau qu'on fait, c'est du beau rugby. Puis on a toujours ce truc pareil, les Français seuls contre tous, c'est les Gaulois quoi. Oui. On est contre les roast beef, contre les Anglais. Je vais pas me faire des copains en disant ça. Mais je pense qu'ils nous le rendent très bien. Voilà. Puis ils nous font jouer à 14. Il y a un peu de ça aussi. Il y a beaucoup d'esbrouf. Je pense que mine de rien aussi, les Anglais sur ce qui s'est passé ces 2-3 dernières années nous ont aidés à nous souder entre nous aussi. Ouais. Parce que avec les sketchs qui se sont passés un peu à Rome, à Oslo, machin. Voilà. Et ça nous a aidés, nous aussi, entre nous, à nous solidariser encore plus, quoi. Ouais. Mais moi, ça fait que c'est ma 3e année de rugby tout court d'ailleurs, donc dans des clubs inclusifs. Mais 2 trucs, effectivement, là où je vous rejoins, c'est effectivement, en tout cas, quand je suis arrivé, il y avait un peu le truc, notamment avec les Gaillards, attention, c'est les Gaillards, enfin. Et ça, je pense, disparu à 99%, on s'entend très bien. Avec les Twins, pareil. La preuve, puisque je viens régulièrement squatter aux entraînements quand je travaille ici, avec plaisir et tout. Et c'est marrant, puisque moi, mon souvenir le plus marquant de Oslo, c'est contre les Steelers. On est contre les Steelers 2, et pour nous, c'est une équipe qui est vraiment pareil, qui a une classe au-dessus. Et on réussit à gagner le match alors qu'on est mené première mi-temps, mais en fait, on tient. Et ouais, c'est vraiment une épreuve de caractère, et qu'on réussit, et finalement, on gagne le match. Et il y a un mec des Steelers qui, la soirée de clôture, je discute avec lui, et il me dit « On n'a pas réussi à vous briser.
Et j'ai trouvé ça hyper fair-play de sa part, pour le coup, malgré qu'il soit anglais, de dire ça, tu vois. Et de dire, bah, franchement, on pensait vous rouler dessus. Et je pense qu'ils ont un peu cet a priori, effectivement, avec les Français. Ouais. Et puis, ça disparaît, quoi. Comme on pousse pas les mêlées, c'est pas les mêmes gabarits. Et c'est un truc très vrai au Twin. Le Twin, c'est plutôt des petits gabarits. Et c'est une ligne de défense qui est très difficile à franchir, avec des beaux plaquages, une bonne stratégie défensive, ça marche très bien. Et je pense que plusieurs fois, tu as ces équipes anglo-saxonnes avec des mecs qui sont vraiment grands et balèzes, et qui arrivent et qui disent, tu sais, là, à ce moment l'échauffement, où tu regardes discrètement, comme si de rien n'était, ce que ça donne en face, et de se dire, allez, ça va être du caviar, les Français, on va leur rouler dessus. Et ils tombent sur des mecs comme lui, tu vois, pas hyper grands, mais ils arrivent dessus pour percuter, poum, renversés, ils retombent sur leurs fesses, et merde, ça va être plus compliqué que prévu. Ouais, alors, on a joué contre les Emerald Warriors, et c'était la première fois que je vivais ça. Alors, je te rejoins de toute façon sur le fait que toutes les équipes françaises, à part Montpellier, où ils ont des gabarits plus grands, plus gros, plus athlétiques. Manouche, quoi. Ouais. Bisous Manouche si tu nous écoutes. Mais à part Montpellier, toutes les équipes françaises, on est fins et délicats en apparence comparé aux anglo-saxons. Mais donc pour le coup, les Emerald Warriors, qui est une équipe irlandaise, étaient 2 ou 3 classes au-dessus de nous. C'était du tier 1 et nous on était déjà de manière un peu comment dire, téméraire, on était en tier 2. Ils sont venus nous péter la gueule et c'était la première fois où je voyais justement du hypercut tout en gardant une main pour te remonter quand tu essaies de les plaquer. Et ils étaient tellement gros et baraques qu'ils nous remontaient pour qu'on soit... Enfin, on se faisait décapsuler en essayant de plaquer. Et franchement, c'était terrible, cette sensation-là de se dire, putain, ils ont pensé à ça aussi. Aux jambes, on l'a dit, aux jambes. Ouais, mais quand bien même, tu vois, vraiment, ils nous attrapaient très très bas. Parce qu'ils arrivaient bas en percu, ils ont une main qui traîne et qui te remonte. Et vraiment, tu fais, mais ils ont le droit de faire ça? C'était affreux, vraiment. J'ai détesté. On les embrasse quand même. Bref. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, l'union des clubs français, c'est ça. Des clubs inclusifs. Bah oui, c'est vrai, c'est super et j'espère que ça va se développer. C'est un truc. Moi, vraiment, j'ai fait du rugby dans un club inclusif qui a une fin de carrière, entre guillemets. J'ai fait vraiment plein de rugby avant. Et ça permet quelque chose de génial, c'est que ça te permet de faire des Coupes d'Europe, des Coupes du Monde. Ça te permet d'avoir un espèce de... On prend un échantillon, mais t'as pas... Si tu fais pas du rugby inclusif, tu fais jamais une Coupe d'Europe. Au mieux, tu vas faire une tournée d'été où tu vas aller affronter 3 clubs en Écosse. Ouais. Non, là, tu auras choisi un peu comme ça au hasard, et il y aura pas... Là c'est un espèce de mini-monde où assez vite tu oublies le côté inclusif, si ce n'est que l'ambiance est bonne. Et par contre, ça joue bien au rugby, et ça te permet de voyager, de rencontrer des gens, de vivre ces trucs-là. C'est incroyable. Tu vis des trucs que tu vivrais jamais dans un club classique, entre guillemets, quoi. Ouais. C'est pareil, comme toi, du coup, j'ai joué dans des clubs classiques, et le mieux que tu fais, c'est la Coupe des Foins du village d'à côté. Enfin, est-ce que ça existe réellement, la Coupe des Foins? Ah bah oui, la Coupe des Foins, c'est où? Ça existe. Ça dépend. C'est la coupe entre les 3 villages qui sont dans le coin, quoi. Alors attends, je fais une parenthèse, parce que ça me fait penser qu'il y a une question que je vous ai pas posée pendant le jeu du début, qui est que depuis 3 semaines, c'est la S en Pro D2. Pourquoi? C'est la S en Pro D2, c'est-à-dire? C'est le bordel en Pro D2, il y a un mélodrame qui se joue en Pro D2. Je suis pas au courant. J'ai pas suivi la Pro D2. Et pourtant, la police est sur le coup. Un mélodrame. Alors il faut savoir que depuis 3 semaines, le bouclier des gagnants a été volé. Montauban, ils se sont fait voler le bouclier, oui. Et je sais plus dans quel bled. À Montauban, ils se sont fait voler. Mais c'est à une foire, et ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, bottes de foin. Une foire à l'école, ouais. Et voilà, c'est ça. Et il y a des... Bon, l'affaire n'est pas résolue, le bouclier court toujours. Il faudrait sur les boucliers pouvoir mettre une petite webcam et juste voir tout ce que ça vient un bouclier. Parce que... On serait pas prêt, je pense. Ouais. C'est fou, comme dès que t'as un bouclier, t'as envie de faire n'importe quoi avec ça. Je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Mais vas-y, continue. Oh, bah on la tout inclusive. Que ce soit la tout inclusive, on a gagné les éditions précédentes. Parce que c'est quand même normal. Ouais. Et on avait fait on a toujours un beau trophée. Il est toujours existant, je pense, celui-là. Ouais. Un magnifique bouclier. Et la première année où on le gagne contre les Gaillards, beau match aussi, ça. Ouais. On s'est bien marré, c'était un beau tournoi et on a fait une très très belle fête.
Et il en a vu des vertes et des pas mûres. J'ai un souvenir de descendre d'escalier dans le métro. Dans le métro, ouais. Ouais, ce genre de choses. Mais oui, du moment où t'as un bouclier, tu te sens obligé de faire le con avec, ouais. Mais c'est rigolo. Mais alors, très naïvement, parce que je vois effectivement que les boucliers ont la vie dure, on est d'accord que ils les pètent, forcément. Il y a un moment. Ah oui, oui. Moi, quand Non, même. mais ils brisent l'objet, je veux pas dire juste le cadre autour. Ah oui, non. Pour l'anecdote, quand j'ai vécu quelques années à Castres, et notamment l'année après qu'il l'ait gagné, c'était en 2018, je crois. Le bouclier, il l'avait pété dans tous les sens, le machin, mais à chaque fois, il t'enfile un autre. Oui, voilà. Il le rénove et il le change, en fait. C'est pas du tout le même objet. Non, qui... c'est pas possible. De toute façon, depuis je sais pas combien d'années, il serait mort, le bordel. Voilà, ça c'est bien débunké tout ça. Voilà. Encore une théorie complotiste. C'est bien, on avance un peu sur le sujet. Le complotisme, c'est important. On est à la fois le complot et en même temps débunkage. C'est superbe. Puisqu'on parle de... À moins que peut-être vous voulez conclure sur ce bon souvenir et sur... Est-ce que c'était... Et parce que vous avez en effet été dans d'autres équipes, etc. Le truc le plus fort que vous avez vécu avec un groupe de rugby. Ou pas? Ouais. Ouais, moi pour ma part, ouais. J'en ai vécu des tournois comme ça, mais pas à ce niveau-là, quoi. Pas à ce niveau-là. Quand j'étais jeune, j'avais fait un tournoi, on avait fini deuxième aussi. J'aime bien finir deuxième, moi. De la coupe Sud-Est, quand j'étais en junior, donc c'était aussi assez pas mal, quoi. Mais je sais pas, tu dis pas autant. Là, c'est vraiment condensé sur 3 jours, quoi. Donc c'est vraiment à fond pendant 3 jours. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Là, c'est vraiment un truc assez particulier. Pareil, j'ai fait quelques sélections Île-de-France, France-Nord, etc. Et à cette époque-là, la première fois que tu as un courrier qui arrive chez tes parents avec vous êtes sélectionné tel jour, telle heure, et que t'arrives et ils t'ont filé un sac. C'est des petits détails où tu trouves ça génial. Mais ça a perdu tout son charme face à ce qu'on a vécu sur ce tournoi-là. C'était incroyable, ce tournoi-là. Et c'est des liens qui restent ensuite, les personnes avec qui vous avez fait au-delà de... Ils restent dans l'équipe ou pas? Le groupe, il est là-haut. Oui, j'ai vu. Il y a une photo, voilà, je décris, voilà, mais au-dessus du meuble télé. Voilà. Et oui, aujourd'hui, je pense que moi, je peux dire qu'on a une relation particulière, tous ceux qui sont sur cette photo, on a gardé une relation particulière les uns avec les autres. Le fait d'avoir vécu ce truc-là, c'est quand même quelque chose d'important, je pense. Ouais, je suis d'accord. Vous savez qui appeler pour enterrer un cadavre à 3h du mat. Tout à fait. Voilà. Ouais, c'est chez les Douil, mais on peut pas donner de nom. Troisième en partant à gauche sur la photo. Ok. Eh ben, très bien. On n'a pas parlé du Racing, etc. Mais finalement, est-ce que... Non, c'est pas... Tant pis pour le Racing. Ils s'en remettront peut-être. Oui, c'est sûr. Non. C'était un très bon club formateur, mais c'est parce que c'est celui qui était là. Ce qui était amusant, c'est qu'on avait vraiment ce trio... Attendez, on est parti pour pas en parler, du coup j'en parle, c'est bien, mais... Ouais, c'est ma petite méthode pour en parler. Il y avait Massy, le Stade Français, le PUC, le Racing et l'US Métro, du coup on était 5 clubs, 5 centres de formation de plutôt haut niveau, avec des ambiances très différentes. Et moi j'ai souvenir pendant toute mon enfance, tous les dimanches c'était des plateaux de tournois avec les mêmes... C'était les mêmes 5-6 clubs qui étaient... Est-ce que c'est vrai que... Pardon, je te coupe, mais c'est vrai que le Racing et le Stade Français vraiment se détestent. Enfin, c'est parce que à chaque fois que je croise... Gabriel vraiment refuse d'évoquer l'existence du Stade Français. Alors, je serais pas extrémiste jusque-là, mais j'ai déjà été à Jambouin et soutenu Narbonne, tu vois. Ouais. Oui, d'accord, on en est là. Très bien. Non, on n'était pas copains. Narbonne, quand même. À l'époque où Narbonne était... Oui, c'était il y a longtemps. Narbonne était peut-être pas top 14, c'était le... Comment on appelait ça? Pour les deux, peut-être? Non. le top 16. Le top 16, ouais. Enfin, c'était top 16, le nom? Le top 16. Ouais. Et il y avait Diego Dominguez, qui était moteur du Stade Français à l'époque. Ouais. On parle d'un temps ancien. Arrête de te vieillir comme ça. Tu es jeune et fringant. Exactement. Du coup, on a tout petit peu, on l'a évoqué par touche, mais les Twins organisent un tournoi qui va se dérouler cette année en mai. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ouais. Alors du coup, la Twin Inclusive, la Twin Inclusive 3, c'est la 3e cette année, va se dérouler au mois de mai sur le week-end de l'Ascension. Donc c'est un week-end de 3 jours. Donc c'est un tournoi inclusif qui va regrouper toutes les équipes françaises, si elles veulent bien venir, inclusives.
et quelques équipes locales autour de Toulouse contre qui on a l'habitude de jouer. Et si on peut et si on arrive à l'organiser comme ça, on aimerait aussi faire venir des équipes de l'étranger. Ouais. En fait, ce qu'il faut remettre dans le contexte, c'est que cette année, le tournoi international des clubs inclusifs, il est loin, il est en Australie. Et donc pour les clubs européens, c'est très compliqué financièrement, tout ça, et logistiquement pour aller là-bas. Et donc on a un créneau entre guillemets à ce moment-là où on peut organiser quelque chose d'un peu plus gros. Et on a l'ambition d'essayer de faire quelque chose de sympa. En plus, c'est nos 20 ans, c'est les 20 ans des Twins cette année. Donc on aimerait faire un grand et beau tournoi où on regrouperait toute cette famille du rugby inclusif, quoi. Donc ça ferait, dans un monde idéal, on aurait genre combien d'équipes ? Bon, je suis pas trop dans l'organisation, moi, au niveau du club, mais dans un monde idéal, on serait entre 12 et 16 équipes, je crois. Bon, ce serait très beau. Ce serait déjà super. Ouais. Il faut, voilà, ce qui serait déjà pas mal. Je crois que le maximum qu'on avait fait, c'était 10 ou un truc comme ça. Là, il nous faut, c'est surtout après en termes d'infrastructure et tout ça qu'il faut qu'on arrive à trouver. Mais bon, on a des gens qui sont motivés, qui sont sur le coup. Ouais. Et on va tout faire pour essayer de faire venir le plus de monde possible et qu'on puisse tous s'amuser ensemble. Nous, le truc, c'est qu'on fait aussi venir des équipes locales qui sont pas forcément inclusives, contre qui on a l'habitude de jouer au cours de l'année parce qu'on trouve ça bien et parce que c'est des gens avec qui on se marre bien aussi dans toute l'année. Oui. Et voilà, c'est le principe aussi, donc on essaye de faire ça. Oui, parce que là, on parle de beaucoup des équipes inclusives depuis le début de cet épisode, mais en réalité, tout à l'heure, moi j'ai parlé du match là où il y a eu un blessé vraiment sale et tout, et je nommerai pas l'équipe responsable du truc, mais on a joué contre 3 autres équipes qui étaient pas inclusives et qui étaient super, méga fair play, très agréable, 3e mi-temps très sympa après, etc. Et c'est un peu le but, c'est le principe même de l'inclusion, c'est que finalement tout le monde puisse venir, y compris ces équipes-là, et du coup, voilà, on n'a pas peur du mélange. Au contraire, on est là pour ça. Je pense que là où l'association elle apporte le plus, c'est quand t'arrives, les mecs ils disent on va jouer contre des gays. Ouais. Et à la fin, ils disent mais attends, mais c'est vachement intéressant, mais du coup, c'est quoi ton parcours ? Mais t'as été discriminé par ça. Et tu l'as vécu comme ça. Et que les mecs, ils sont prêts à en discuter en 3e mi-temps et que tu chantes les mêmes chansons et c'est ça. Tu manges tous ensemble et que la fois d'après, quand tu viens, les mecs, ils te saluent, ils disent plus c'est ils vont avoir un maillot rose. Parce on l'a vu, il est comme ça. Bien sûr. Où t'arrives, t'as des gamins qui disent regarde, c'est eux. Tu dis, c'est du boulot. On le travaille. Et oui. Et là, cette année, l'année dernière, du coup, on a intégré un nouveau championnat. On est entré dans le championnat Thales, donc c'est le championnat Corpo de Toulouse. Et c'est vrai que du coup, on joue contre des nouvelles équipes qui nous connaissent pas, qui connaissent pas forcément le principe d'une équipe inclusive. Et donc c'est là aussi où notre rôle il est important, c'est de montrer qu'on est tout autant capable que les autres et qu'on joue tout aussi bien que les autres. Est-ce que des fois il y a des équipes qui le découvrent après le match? Après le match, je pense pas, parce qu'on a quand même le drapeau et tout. Enfin bon, ça se voit un peu quand même. C'est vrai que ce tatouage, le drapeau multicolore que tu as sur le front, donne un indice. C'est ça. Voilà, donc voilà, non, c'est en général. Et puis on a prévenu aussi au niveau de l'organisation au début, ce qui nous a pas empêché quand même d'avoir une petite déconvenue dans l'année. Mais globalement, ça se passe très bien et on n'a pas de problème, quoi. Non. Voilà. Mais je rebondis là-dessus sur le ACE, etc. Nous, on est l'équipe où il y a eu la blessure. En plus de la blessure, on va pas perdre contre des tapettes et on les a battus. Et c'était vraiment un immense plaisir. C'est jouissif, ça. C'est notamment, pour pas le nommer, Yacine Rizou qui vraiment s'est retourné vers moi en disant c'est trop bien de les voir péter un plomb. C'était quand même bien agréable. On a vécu ça l'année dernière aussi. Un match où on se fait marcher dessus quand même. On perd. On perd, je trouve, 2 ou 3 essais, 2-0, essais. Et puis, il y a une remarque homophobe, notre capitaine qui dégoupille. Moi, j'étais coach déjà à l'époque. Attends, tu parles de Loïc Loïc, oui, ça arrivait une fois. De mes yeux, je l'ai vu qu'une seule fois dégoupiller. En plus, je te parle que j'aime pas la violence juste avant. Ouais. Allez, les beaux discours et les beaux principes, là. Là, ça a été... mais en fait, ça nous a mobilisés. Je me souviens hurler sur le bord du terrain, aussi un peu peut-être pour influencer sur l'arbitrage, c'est normal. Peut-être, c'est une supposition. Et dire, c'est comme ça qu'ils nous prennent, c'est comme ça qu'ils vous voient, on va leur montrer. Et c'est un match où on gagne à la fin. Ouais, on a gagné 4-2. 4 essais. Et à partir de ce moment-là, on a switché. On a switché complètement. T'as le groupe qui se remobilise et qui dit, on nous respecte pas, on va se faire respecter nous-mêmes. C'était je dirais pas un très beau match parce que l'état d'esprit des mecs en face.
Bah, de toute façon, ouais, on n'est pas content de sortir. Quand tu sors dans un match où vraiment ça a été désagréable pour cette raison ou une autre, ça gâche tout presque, je trouve. Ouais, t'es content d'avoir gagné quand même, parce que il faut pour une question de fierté, à un moment. Mais c'est pas le genre de match que t'as envie de jouer, et c'est pas pour ça qu'on joue au rugby, quoi. Et puis je trouve que ça a une valeur quand, par exemple, là on a perdu contre une équipe, le FC, je sais plus quoi, l'équipe du 15e de Paris, qui est une super équipe. RCP 15 Ouais, le RCP 15. Et c'était leur section folklore. Et on a perdu contre eux, ils nous ont mis un essai. Mais pour nous, on a fait un bon match quand même. Et c'est quand même trop agréable, même si tu perds le match, quand tu vas serrer la main des gars en face, vraiment tu sais que les des équipes ont bien joué. Enfin, on s'est donné vraiment. Et c'est agréable de saluer ça aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Et on a bien joué ensemble, même si on a perdu et tout. Mais voilà. Ouais, t'as passé un bon moment et tout le monde est content. Agreed. Donc, juste pour terminer sur la Twin Inclusive, les dates, c'est le week-end de l'Ascension. Ok. Les jours exacts. Et est-ce qu'il y a si jamais des équipes entendent parler de ce tournoi, elles peuvent se présenter pour venir? C'est du 14 au 17 mai, du coup, 2026. Et alors après, il y aura des inscriptions. Le mieux, c'est de se rapprocher des équipes locales qui seront invitées. Nous, sur la région toulousaine, ils peuvent nous contacter. Et puis, Mais si par exemple, parce que vu qu'il y a potentiellement il y a des étrangers qui viennent, est-ce que si des Lyonnais ou des Jurassiens, au hasard, je dis ça au hasard totalement, veulent venir, c'est possible ou pas? Bah, le problème, c'est que ça va dépendre le combien d'équipes on peut inviter, quoi. Oui, voilà. Voilà, tout est une question de logistique. Donc, je peux pas te répondre. Faut contacter. Il faut contacter, voilà. On trouve toujours en général, c'est rare que tu aies la problématique de dire il y avait trop de monde, on n'a plus eu de place pour tout le monde. Au pire, tu fais jouer des gens dans les équipes où il manque toujours une personne ou deux. Voilà. Puis même quand les équipes sont complètes en début de tournoi, t'es content d'avoir un peu de sang frais sur la fin de tournoi. Donc, oui. Je suis pas dans l'organisation, donc je vais pas me prononcer pour eux. C'est pour ça, moi non plus. Tu seras là quand même? Tu vas je serai là. Je serai là pour filer un coup de main à l'organisation. J'arrête de jouer, j'arrête de coacher, mais ça reste les copains. On a fait quelques trucs ensemble. Je serai là pour faire tout le bénévolat nécessaire pour que ça se passe bien. Et ce sera pas trop un crève-cœur de regarder les matchs et de pas pouvoir les jouer? Ou tu vas te traîner avec une boîte de Doliprane et craquer? Non, j'ai fait le deuil de ça. Pendant 2 ans, j'ai pas joué déjà. J'ai coaché. C'est pas pareil, hein, coacher et jouer. Non. Et donc là, regarder un match de rugby, j'y arrive, ça ira. Okay. Forcément, on a envie de jouer, on a envie d'être avec les copains. C'est vrai. J'ai rien à dire à part c'est vrai. Voilà. Je vais couper ce passage-là. Très bien. Eh ben, je pense qu'on a tout dit. Si très rapidement, si je devais inviter des personnes dans ce podcast, vous auriez des noms à donner en se disant c'est hyper intéressant que cette personne vienne parler de rugby parce que X raison. Je pense, alors tu le fais beaucoup, mais je pense on n'en a pas parlé, il y a un vrai élan sur le rugby féminin avec la Coupe du Monde, certes, mais pas que. Je trouve que c'est génial de voir des filles se mettre à jouer au rugby. J'ai une gamine qui est petite, qui est encore trop petite pour jouer au rugby, mais j'espère vraiment que ça lui plaira. Et je pense que il y a des parcours intéressants dans le rugby féminin qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Oui, c'est sûr. Et il y a quelque chose, que ce soit des joueuses de l'équipe de France, qui à mon avis sont peut-être encore à peu près accessibles pour certaines. Mais je pense que oui, toutes en fait. C'est-à-dire si tu vas pas demander à Bourdon Sansu alors qu'elle va faire sa demi-finale. Oui, c'est ça. Tu vois, et qu'elle a un gamin qui a 2 mois et que toute la presse. Mais ouais, t'as des joueuses incroyables. Absolument. Je pense à Léa Champon, 3e incroyable d'équipe de France, et une régularité qui est folle. Elle évolue où à l'année, tu sais? Je ne sais pas. La Blagnac, j'aurais dit Grenoble, tu vois. Ah, peut-être. On verra. Mais oui, en tout cas, je pense que dans le rugby féminin, il y a une autre vision du rugby qui est à voir et qui peut être intéressante. Bah oui, tout à fait. Moi, j'ai déjà coché des noms de personnes, des filles que j'aimerais inviter. J'ose pas parce que c'est un petit podcast pour le moment, un peu confidentiel et tout, mais c'est sûr que les histoires sont ultra intéressantes là-bas, quoi. Et après, un dirigeant ou quelqu'un qui a joué, mais il y a longtemps. Ouais. Pour que tu aies la partie un peu plus... Parce que pas le mot rugby moderne, tu vois ce que je veux dire. Des gens qui ont joué à 30 ans, c'est pas le même rugby, je pense. Moi, j'adorerais... C'était qui
C'était qui la Coupe du Monde 2017 ? C'était Laporte. Ah oui. Non, je retire ce que j'ai dit. Peut-être en 11. Non, ça m'intéresse pas. Non, mais ça, effectivement, Non, mais des anciens, même dans des clubs locaux, mais des anciens. Je veux dire, des mecs qui sont dirigeants maintenant, mais qui ont joué dans les années 80. Les soigneurs de l'époque, parce qu'on on oublie toujours l'éponge magique, mais on a connu l'éponge magique, franchement. Et si t'arrives à trouver un mec qui était responsable de l'éponge magique pour connaître le secret, quoi, c'était... Oui, parce que ça marchait terriblement bien, quand même. Mais c'est marrant que c'est disparu, alors que c'était si efficace. C'est tout, était une marronasse, dégueulasse, c'était... Et ben, ce sera probablement le titre de l'épisode, à la recherche de l'éponge magique, en tout cas du prochain. Et j'y pense, je suis pas bien malin parce que je crois qu'à Bobigny, il y a eu vraiment des très bonnes joueuses, et c'est ce club-là qu'il faudrait que je pense. Voilà. Il fallait que je vienne à Toulouse et que je vous interviewe pour m'en rendre compte. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, pour tout ça. Et puis, si l'épisode vous a plu, ou les épisodes précédents, ou tous les épisodes, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager, à liker, à faire tous ces trucs que je ne maîtrise pas. Et je vous dis à la prochaine fois quand j'aurai trouvé quelqu'un d'intéressant à interviewer. Salut!